Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous. Vous le savez, l'Iran s'est décidé et pour la première fois de son histoire à répliquer aux multiples agressions de l'entité sioniste sur ses intérêts à l'étranger. La dernière en date avait fait début avril 16 morts après un raid israélien sur le consulat iranien à Damas, même si la plupart des pays occidentaux ont opté jusqu'alors pour l'apaisement et la désescalade. Le risque d'une déflagration régionale n'a jamais été aussi imminent. Alors quel impact peut avoir cette réponse iranienne voulue de faible intensité à la menace que représente désormais l'entité sioniste pour l'ensemble des pays du Proche et Moyen-Orient? Peut-elle avoir un effet sur le génocide en cours sur les Palestiniens de Gaza ou au contraire éclipser les crimes de guerre et crimes contre l'humanité des sionistes à la faveur d'une restauration d'un soutien occidental qui commençait à s'étioler avec la pression de la rue occidentale fortement mobilisée contre le génocide perpétré depuis 6 mois par les sionistes. On reçoit pour en parler sur notre plateau d'abord Kamel Mensali, directeur de publication au quotidien Le Jeune Indépendant et consultant Canal Algérie pour les questions internationales. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et puis avec nous aussi Ismaël Boudjekada, analyste politique et élu à Grand Charmont dans le Doubs en France. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour votre invitation. Je vais commencer avec vous, Ismaël Boudjekada. Le Conseil de sécurité de l'ONU qui s'est réuni en session extraordinaire à la demande de l'entité sioniste après la réplique iranienne, n'a finalement adopté aucune résolution contre Téhéran et s'est contenté d'ailleurs de rappeler que sa priorité était un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages. Est-ce que pour vous c'est un revers pour l'entité sioniste qui espérait à la fois un soutien international fort et faire oublier le génocide qu'elle organise à Gaza depuis 6 mois, plus de 6 mois d'ailleurs? Bien sûr, c'est effectivement un revers pour l'entité sioniste. Et d'ailleurs, en l'occurrence, je pense que c'est nécessaire de rappeler l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui accorde le droit justement aux États attaqués de manière armée à faire usage justement de la légitime défense. J'estime qu'effectivement Israël, l'entité sioniste, nous a rabâché à chaque fois son droit à se défendre, oui. Bon, avec une stratégie savamment orchestrée visant à nous interdire à regarder dans le rétroviseur de l'histoire, comme si tout avait commencé le 7 octobre. Et donc elle revendiquait quelque part ce droit à se défendre, et lorsque ça concerne l'Iran, bizarrement, Israël nous sort les grandes larmes de crocodile habituelles, et donc effectivement c'est un revers, mais il eût été, je pense, extrêmement difficile pour les Nations Unies que de prendre des sanctions contre Téhéran, pour la simple et bonne raison que l'Iran a agi en cas de légitime défense. Ouais, pour une fois, la légitime défense est consacrée, cette fois-ci, pour l'Iran. Il n'y a pas de doute là-dessus, contrairement à ce que rabâche l'entité sioniste depuis plus de 6 mois sur ce droit à l'autodéfense qui n'existe pas dans le droit international pour une force occupante. Tout à fait, bien sûr. Une force occupante ne se défend pas, elle agresse. Oui, elle agresse. Une force occupante, elle est déjà condamnée par la communauté internationale. C'est un État de non-droit, c'est un État voyou, c'est-à-dire il est aux antipodes de la législation internationale. Donc, oui. Voilà un peu le qualificatif qu'on peut accorder à l'entité sioniste. Aujourd'hui, on voit ce qui s'est produit avec les Iraniens. Donc l'Iran se retrouve pas simplement forcé, c'est dans une logique de rétablir un droit aussi, c'est-à-dire celui de droit de se défendre légitimement. Pour la première fois, on est face à un droit légitime de défense. Comme la résistance, elle est légitime, comme les peuples opprimés ont le droit de se défendre légitimement, voilà un État qui est agressé dans sa souveraineté. Ce n'est pas simplement un acte isolé ou par intermédiaire ou par proxy. C'est directement, c'est l'armée israélienne qui a bombardé un lieu souverain, donc protégé par les conventions internationales, notamment la Convention de Vienne. Donc on voit comment Israël bafoue les principes les plus élémentaires du droit international en s'attaquant à un lieu sacré, consacré par le droit international, donc le consulat est la réponse est légitime dans le cas, et en plus, ça devient plus qu'un droit, surtout sur le plan populaire, où les Iraniens, les peuples iraniens ont réclamé ce droit à la riposte. Donc il faudrait, on est presque en train de sanctionner un État voyou et le remettre à sa place par les moyens militaires. Donc, on a vu les puissances occidentales particulièrement dire qu'il n'y avait pas de ce qui justifiait, il n'y avait rien qui justifiait cette réplique iranienne, ce qui est faux. Non.
on est d'accord qu'il y a un droit international qui protège, vous le dites, la Convention de Vienne protège les représentations diplomatiques de tous les pays du monde, et qui ne sont absolument pas soumises, qui ne doivent absolument pas être soumises à des attaques. Je vous donne un exemple très simple. Mais juste, avant de vous donner votre exemple, qu'est-ce que l'antité-sioniste espérait comme dividende à travers l'attaque du consulat iranien à Damas? Qu'est-ce qu'elle espérait en tirer? C'est un mauvais calcul du moment qu'elle croyait, comme les autres presse et les autres pressions, c'est-à-dire que ça fait 40 ans qu'Israël est en train d'attaquer l'Iran par divers moyens. Elle a profité de la guerre du Golfe entre l'Irak et l'Iran pour s'attaquer aux centrales nucléaires de Bushehr à 2 reprises. Donc elle a frappé plusieurs fois les sites iraniens, croyant que cette impunité, elle va rester éternellement, donc frapper sans riposte. Mais aujourd'hui, non. Il y a une nouvelle réalité, c'est que l'Iran a imposé les règles de confrontation militaire. Donc pour la première fois, on voit comment comment l'Iran est arrivé à imposer sa propre... D'abord, le timing, elle a décidé des moyens, elle l'a fait ouvertement, ce n'est pas en se cachant... Dans quel objectif, justement ? Justement parce qu'il y a une stratégie, parce qu'il y a une réalité sur le terrain. Aujourd'hui, l'Iran n'est plus ce pays-là qui subit, mais qui ne réagit pas. Les règles ont changé. L'État israélien est de plus en plus faible, et un Iran est aujourd'hui un acteur clé, et non pas... De plus en plus faible sur à quel niveau ? Depuis le 7 octobre. Depuis le 7 octobre. Mais il n'a jamais été aussi armé aussi en même temps, par les États-Unis et l'Europe. Peu importe, aujourd'hui, on a vu que les armes utilisées par l'Iran, la riposte, elle a été utilisée par des missiles et des drones de petite, c'est-à-dire de petite dimension. Ce n'est pas les dernières, c'est pas les sophistiqués, les dernières générations. D'abord, c'était pour tâter la riposte israélienne, voir ce qu'elle possède. Israël, lorsqu'on lui lance de moyens de faible envergure. Et deuxièmement, savoir d'où elle va venir cette protection supposée qu'elle possède pour contrecarrer, ou bien le dôme qu'elle contrecarrer les missiles. Donc on voit, il y a eu 3 pays qui ont officiellement annoncé... 4, hein. 3 pays. Non, Israël, je ne la compte pas. Non, à part Israël. Il y a la Grande-Bretagne, il y a la France et les États-Unis. Et la Jordanie. La Jordanie, elle a utilisé ses bases. C'est pas elle qui a frappé. Donc elle n'a pas frappé, mais qui a empêché les missiles, certains missiles de passer. Je sais pas, les Jordaniens n'ont pas. C'est-à-dire ceux qui ont utilisé les bases jordaniennes, ce sont la France et les États-Unis. Donc on voit un petit peu, donc elle a démasqué, elle a dévoilé les capacités de riposte de l'État israélien. Donc il y a un élément fondamental. Donc avec et en plus malgré cet écran ou ce bouclier, les missiles sont tombés. Donc on voit la capacité de nuisance ou de ciblage que possède l'Iran. Donc c'est une information. Et la deuxième des choses, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'impunité. Donc on le fait ouvertement, il n'y a plus d'impunité pour les Israéliens. N'importe quelle cible touchée en Iran, elle sera suivie d'une riposte disons de grande envergure, notamment la prochaine étape. Donc Israël se retrouve maintenant, elle doit vraiment calculer. C'est pour ça qu'on entend de part et d'autre Macron, Biden essayer par tous les moyens de contenir Israël, de l'encourager à ne pas riposter. Oui, c'est justement l'objet de ma question. Aujourd'hui, les alliés très proches de l'entité sioniste ont tous plaidé pour la désescalade. Les USA, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne demandent à l'entité sioniste de surtout pas mener des opérations contre l'Iran. Pourquoi justement l'Occident veut plier ce dossier rapidement? Est-ce que, comme le dit Kamel, c'est parce que l'entité sioniste ne pourra pas ouvrir un front avec l'Iran? Et est-ce que les sionistes vont s'arrêter là, selon vous? Parce que la décision n'est pas encore prise, semble-t-il. En l'occurrence, moi, ce que j'ai pu constater, et je le rappelle en tant qu'élu de la République française que je suis également, c'est que nos responsables occidentaux, à commencer par les responsables politiques français, ont misé justement sur cette communication qui consistait justement à appeler à la désescalade. Il fallait éviter à tout prix qu'il y ait un embrasement justement sur ce territoire. En réalité, on est dans une situation où effectivement,
c'était assez compliqué de défendre le droit d'Israël de riposter à nouveau, parce qu'Israël estime qu'elle est attaquée encore une fois. Oui. Une fois encore, il y a cette espèce de réflexe de victimisation inversatoire. Et donc c'est assez marrant, mais c'est la stratégie, on va dire, habituelle des sionistes. Mais je pense que dans l'opinion publique, le peuple palestinien, la cause palestinienne, aujourd'hui, est majoritaire. Donc c'est ce qui fait aussi que les responsables politiques, à mon avis, prennent ça avec des pincettes et essaient justement de temporiser. En réalité, il y a aussi un deuxième camouflet qu'il faut pointer du doigt, celui de Benyamin Netanyahou, qui, dans un premier temps, a annoncé qu'avec son cabinet de guerre, eh bien, il avait enfin adopté, avec ses généraux, etc., une stratégie de riposte. Et puis quelques heures plus tard, on apprend qu'apparemment il n'y a pas eu suffisamment de dommages, donc ce serait inutile pour Israël de riposter. En réalité, c'est qu'Israël aujourd'hui est acculé. Israël perd aujourd'hui une bonne partie de ses alliés qui ne peuvent pas se permettre tout simplement de la soutenir en fait dans cette folie. En raison déjà de leur implication dans la guerre russo-ukrainienne, ou est-ce que parce que ce serait trop dangereux d'ouvrir un peu la boîte de Pandore dans cette région qui est explosive, hein. On voit ce qui se passe aujourd'hui avec le Hezbollah, on va en parler, hein. Il y a un nouveau front, mais cette fois de manière très officielle avec le Hezbollah qui ne compte pas s'arrêter là. Ils ont répliqué à des attaques de soldats de l'entité sioniste qui ont franchi la ligne avec le Liban, le sud-Liban. Donc il y a une espèce de guerre multiforme que l'entité sioniste est en train de mettre en place et que les puissances ne peuvent pas soutenir. C'est un peu ça. En fait, à mon sens, hein, dans sa stratégie génocidaire véritablement à l'encontre du peuple palestinien, Israël a perdu une fois encore une grande partie de ses alliés. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés au pied du mur et qui ne pouvaient plus soutenir au final les actions menées par l'entité sioniste. En réalité, aujourd'hui, il y a une stratégie de l'entité sioniste qui consiste à vouloir déplacer les Palestiniens dans ce qu'on appelle le corridor de Philadelphie pour faire en sorte que les Palestiniens sortent de leur terre et qu'ils ne puissent plus revenir, parce qu'historiquement, on l'a vu, quand les Palestiniens partent de leur terre, ils ne les récupèrent plus. Et donc, à mon sens, Israël a tout fait pour provoquer justement une riposte iranienne dans le but de provoquer derrière une espèce de réaction unanime de la communauté internationale qui vient soutenir l'Iran. Et donc, j'en profite pour expliquer qu'aujourd'hui, on a par exemple en France quelques voix qui s'élèvent pour dire l'Iran a le droit de se défendre, reprenant on va dire la sémantique utilisée par l'entité sioniste après le 7 octobre. Et puis, bizarrement, toutes ces personnalités politiques ou médiatiques, je pense notamment à Émilie Gomis, qui était dans le comité olympique et qui a été jetée tout simplement parce qu'elle a soutenu justement le peuple palestinien. Eh bien, aujourd'hui, par exemple, on demande, parce qu'Émilie Gomis a dit que l'Iran a le droit de se défendre, qu'un stade ne porte plus son nom, etc. Ces gens-là sont cloués au pilori, et donc on se rend compte qu'il y a une hypocrisie en fait à chaque fois où finalement, quelque part, Israël atteint ses objectifs, à savoir essayer de retirer vers elle un certain nombre de soutiens qu'elle avait perdus justement dans sa folie génocidaire. C'est ce que vous pensez, Kamel? Est-ce qu'elle a récupéré ses soutiens? Pas vraiment, non. Je ne pense pas on récupère, c'est les mêmes soutiens qui changent juste de rhétorique. C'est les mêmes mais on a vu quelques réserves ces derniers mois par rapport à ce qui se passe à Gaza, réserves de la part notamment de certains pays européens, hein, moins des États-Unis évidemment. L'Europe est divisée, donc notamment on voit qu'il y a une alliance dirigée par l'Espagne, par l'Irlande et un peu la Pologne qui réclame la reconnaissance de l'État palestinien. Donc ils ont même fixé un ultimatum à la Commission européenne. Si la Commission européenne ne reconnaîtrait pas l'État palestinien, ils le feraient au mois de juillet prochain. Donc ils ont un ultimatum. Et je pense que cette démarche, elle est un peu... Parce qu'un pays comme l'Espagne, par exemple, qui a toujours été derrière les Palestiniens depuis des années, les manifestations ne s'arrêtent pas au sein de l'opinion publique. Et même si on revient à ce qui s'est produit avant-hier, donc on voit forcément qu'il y a même au sein de l'opinion publique, on a vu des sondages qui sont sortis aux États-Unis à propos de la riposte iranienne. Ils ont dit que Israël méritait ce qui lui est arrivé en raison de son passé génocidaire à Gaza. Et lorsque vous avez posé tout à l'heure une question à propos des dividendes, pourquoi Israël a attaqué? Parce qu'elle pense que les gardiens de la révolution qui sont derrière un petit peu, après Soleimani, maintenant on a les
14 cadres, les 11 Soleimani, il cadres. faut préciser que c'est le chef, C'est le chef qui a été tué. Hein. Talal al-Quds, c'est lui, d'une unité al-Quds des gardiens de la Révolution. Oui. Donc, on est aussi, l'Israël se croyait qu'en frappant le consulat, en allant aussi loin, ça va refroidir les ardeurs de l'Iran, notamment au soutien au Hezbollah et au Yémen. Mais et en Irak et en Syrie. Ce qu'on appelle parfois le dommage collatéral est là, c'est-à-dire une erreur stratégique. On a vu aujourd'hui la presse israélienne, notamment Maarif, pour la première fois, qui est pro-cabinet de Netanyahou, qui a critiqué vivement ce qui s'est produit. Il a dit que ça a été vraiment une humiliation stratégique. C'est la première fois que le Maarif va dans ce sens-là. D'habitude, c'était Arrête, c'était le plus critique, mais là, c'est vraiment la droite de la droite. Donc, Donc il y a une espèce de fiasco de stratégie militaire, de stratégie de communication. Lorsque vous êtes cloué au pilori, ou bien vous êtes vraiment encerclé, vous êtes droit au mur. Donc on fait des erreurs. Israël, qu'est-ce qu'elle a fait? Ça a été son histoire basée sur... Parce que la question de la sécurité en Israël, il faut celui qui a suivi toute l'histoire d'Israël, la question de la sécurité en Israël est une question fondamentale. Donc c'est la peur. C'est basé sur la peur. Israël est une caserne à ciel ouvert. Donc, pour que cette caserne à ciel ouvert soit vivable et que les gens peuvent vivre, les Israéliens peuvent y vivre, il y a deux éléments. D'abord, il faudrait qu'il y ait un confort financier et économique, et le deuxième, les sécurités. Israël n'arrête pas de perdre sur le plan financier et sur le plan militaire. Elle n'a jamais assuré la sécurité de ses citoyens. C'est pour ça qu'on voit ce qui s'est produit avec tous les partis qui sont, notamment pour la question du recrutement de nouveaux soldats pour notamment parmi les religieux. Les religieux, exactement, qui le refusent. Donc, il y a vraiment un véritable vrai problème de sécurité en Israël. Israël ne peut pas aujourd'hui, n'a jamais réussi, et de son histoire, à faire une guerre aussi longue. Donc, sur le plan militaire, elle perd, sur le plan stratégique, elle perd. Et cette erreur, aujourd'hui, qu'elle a commise avec l'Iran, lui est revenue, se lui retourner à la figure, comme on dit dans une expression plus simple. Pourquoi ? Le ciel ne lui appartient plus. C'est-à-dire que pendant quelques heures, pour la première fois depuis 40 ans, Israël a été poussé à fermer son espace aérien. Ça ne s'est même pas produit lorsque Saddam a attaqué en 91, lorsqu'il a attaqué, il a bombardé Israël, ça ne s'est pas produit. Donc ils n'ont pas fermé l'espace aérien. Mais aujourd'hui, fermer l'espace aérien pendant 6 heures ou 12 heures, ça équivaut à des pertes économiques colossales. Donc, sur tous les plans, Israël est en train de perdre. Attaquer le consulat était pour elle, croyant que c'est une pierre avec 3 coups. C'est le front du Yémen, le front du Hezbollah, parce que c'est l'appui, parce que le Yémen, enfin plutôt l'Iran soutient fondamentalement la résistance, tout le front de la résistance. Et c'est ce qu'ils appellent les proxys. Pas de proxy, non, c'est ce que les Occidentaux appellent les proxys, évidemment. Ils sont antérieurs. La question palestinienne est antérieure au régime actuel en Iran, donc il faut pas. Donc la résistance existe depuis longtemps. Donc forcément, aujourd'hui, s'il y a un pays qui soutient, par rapport aux pays qui sont en train de normaliser avec Israël, et qui le soutiennent et qui ouvrent des corridors humanitaires pour les marchandises en partant des Émirats jusqu'à Tel Aviv, jusqu'à Eilat, on voit un petit peu, il y a un changement de paradigme, changement de position, et l'opinion public arabo-international regarde ce qui se passe. Israël est un État sauvage qui refuse même le cessez-le-feu qui a été appliqué par l'ONU. Mais ça, on le sait, un peu depuis quelques années, on sait que l'Iran, l'entité sioniste est un État voyou, sauvage, qui ne respecte aucune résolution ou loi internationale. Mais la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui, vous parliez de ce socle de sécurité qui est ébranlé aujourd'hui, en tout cas depuis le 7 octobre, et qui peut remettre, en tout cas, si on reprend les déclarations des Occidentaux, des puissances, qui peut remettre l'existence même de cet État colonialiste. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui? L'Iran aurait pu frapper d'ailleurs beaucoup plus fort. On sait qu'elle avait prévenu notamment les États-Unis qu'il y allait y avoir des frappes de telle intensité. C'était beaucoup plus symbolique comme réplique. Il faut pas un petit peu minimiser. Non, pas minimiser, mais l'Iran reconnaît lui-même qu'il a averti
Il a averti, non, les ça a été- États-Unis de Non, ça a été l'ampleur de la Ça frappe. a été médiatisé. Voilà, ça a été médiatisé. Moi, que l'Iran frappe ouvertement, c'est-à-dire l'ennemi, elle le frappe aux yeux du monde entier. Oui. Elle montre au monde Et c'est entier. une barrière psychologique qui est tombée. On est d'accord? Militaire aussi, et stratégique. C'est un pays qui, moi je constate une chose, que l'Iran, ce n'est pas des réactions intempestives ni émotionnelles. Donc il y a vraiment une stratégie de ce qu'on appelle la vengeance à froid, donc la patience. Donc c'est important. Pourquoi? Parce que ce n'est pas, il faut rappeler que ce n'est pas du premier agression que l'Iran subit. Je vous ai dit que ça fait 40 ans que les Iraniens subissent des agressions multiples, on le sait. Et tout le monde, l'opinion publique se demandait quand est-ce qu'elle va riposter. Mais certains ont même parié que la riposte se ferait en Syrie, se ferait en Irak, mais de cette façon et de cette ampleur et de cette manière-là, et avec ces armes. Il y avait des doutes jusqu'à la dernière minute. Oui, 15 jours après, elle a annoncé, non, elle était attendue, mais comment elle Oui, va sur se la faire, manière. et c'est cela qui a surpris aujourd'hui les observateurs. Il y a même des experts américains qui, aujourd'hui, on a vu Scott Ritter parler aujourd'hui, dire que ce n'est pas, l'Iran n'a pas frappé simplement Israël, mais elle a frappé les Américains, les États-Unis, parce que tout l'arsenal technologique et militaire, il est fondamentalement américain. Oui. C'est le seul pays, Israël est le seul pays qui utilise les F-35 à la base névative ciblés par les drones et les missiles iraniens. Donc tout, c'est aussi une défaite psychologique militaire dans les États-Unis. Et l'OTAN aussi, du moment que la France était partie prenante, la Grande-Bretagne est partie prenante. Donc l'Iran, pour terminer, elle a testé les capacités de tous ces pays-là, et c'est ça qui est fondamental. Smaïl Boudiekada, est-ce que on revient sur ce principe de socle sécuritaire, hein, puisque cet antitétionniste est bâti sur ça, sur la sécurité et puis la colonisation de l'ensemble de la Palestine. Est-ce qu'aujourd'hui ce socle est fortement ébranlé selon vous, avec la multiplication des fronts et, comme le disait Kamel, cette barrière psychologique et militaire aussi qui vient de tomber avec la réplique iranienne? Bien sûr, et en l'occurrence justement, quand on parle de socle sécuritaire, il faut rappeler qu'effectivement, l'État israélien, cet État illégitime, hein, on le dit clairement, puisqu'aujourd'hui ses frontières sont illégitimes au regard du droit international. Cet État a une espèce de contrat moral avec ses ressortissants, puisqu'il s'engage auprès de ses administrés en disant « nous vous garantissons où que vous soyez votre sécurité ». On se rend compte qu'Israël véritablement a failli dans sa mission. Et pire que ça, vous savez... on a vu d'ailleurs des dizaines de milliers d'Israéliens partir, se ruer vers les aéroports. On a vu les scènes justement dans les aéroports, dans le métro, etc. Il n'y avait plus de Am Israël Chai, c'était terminé. Oui, c'était fini. Et donc concrètement, j'ai envie de vous dire, au-delà de ça, faut aussi rappeler qu'il y a des événements récents qui ont été relativement occultés par la presse occidentale. On nous a rabâché, c'est triste, c'était un jeune berger de 14 ans israélien qui a été assassiné. Et donc les caméras étaient rivées sur ce fait divers, par exemple. Eh bien, il y a 2 jours, exactement, en Cisjordanie, on ne dit pas que ces colons avaient brûlé une quarantaine de maisons. En l'occurrence, un véritable pogrom également. Tout à fait. Et donc, il faut aussi rappeler que lorsque justement il y a eu ces fameuses attaques du 7 octobre, les militaires israéliens qui étaient justement censés garantir la sécurité avec la frontière avec Gaza ont été mobilisés pour aller justement accompagner les familles de colons qui étaient en train de piller des maisons en Cisjordanie de Palestiniens. Et donc, c'est encore une fois une défaite majeure pour Benjamin Netanyahou, qui aujourd'hui est plus que jamais décrié justement au sein de son État illégitime. Et donc je pense que c'est qu'une question de temps. On regarde des erreurs, on regarde de ces cafouillages. Je vous parlais tout à l'heure par exemple de l'annonce qui a été faite, la stratégie était adoptée, la stratégie de riposte, et puis quelques heures plus tard, plus de riposte. Et donc ça montre bien qu'ils sont au pied du mur, qu'ils sont affolés, et tous ces événements nous montrent la fébrilité de l'entité sioniste, et je pense que c'est une très bonne nouvelle pour la stabilité justement de la zone. Vous parlez de Netanyahou, est-ce qu'il ne faudrait pas éviter un peu de personnaliser un petit peu cette colonisation, ce gouvernement extrémiste qui, on le rappelle, hein, depuis sa mise en place, hein, en tant que gouvernement, a un peu voulu cette situation
explosive. Bon, je pense que si on regarde justement dans le rétroviseur de l'histoire, je pense que ça se saurait si justement le drame que vit le peuple palestinien se limitait simplement à la seule venue de Benyamin Netanyahou, responsabilité. Bien évidemment, l'entité sioniste en tant que telle est un État voyou qui viole le droit international de manière permanente. C'est vrai qu'il faut éviter de personnaliser. Parce qu'on sent que c'est ce que les Occidentaux ont en tête aujourd'hui. Quand je dis les Occidentaux, c'est les Américains, les premiers alliés des sionistes en ce moment, notamment dans le génocide à Gaza. Et on sent qu'il y a la volonté de se débarrasser de Netanyahou, dont l'image est ternie. Après, les esprits les plus aguerris, j'ai envie de vous dire, s'ils creusent un petit peu, on n'a qu'à aller écouter par exemple les propos de la députée Gottlieb qui appelle à utiliser l'arme nucléaire. Des membres de la coalition, donc d'autres partis que le Likoud, qui est le parti justement de Benyamin Netanyahou, qui viennent expliquer qu'il faut assassiner toutes les femmes palestiniennes pour qu'elles ne puissent plus enfanter, et ainsi de suite. Donc bien évidemment, en fait, l'État d'Israël a été créé avec toute une espèce de flopée de fanatiques qui animalise. C'est le mouvement sioniste carrément qui est... Bien sûr, c'est le sionisme en tant que tel. C'est le sionisme. Voilà. Le sionisme expansionniste et mortifère, parce que j'aime bien justement faire cette nuance, à la rigueur que les acteurs palestiniens et sionistes souhaitent se mettre d'accord sur une délimitation de frontières, on peut parler des accords de 67, mais c'est encore une autre histoire, ça les concerne. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, nous nous rendons compte que par exemple, la dernière campagne qui a été menée par Benyamin Netanyahou consistait justement à surfer sur la multiplication de colonies qui sont illégales au regard du droit international. Mais il faut pointer du doigt également le fait que les Nations Unies sont pleinement responsables de ce qui est en train de se passer. Combien de fois Israël a violé le droit international sans aucune sanction? Et j'en profite d'ailleurs pour féliciter véritablement, et je ne dis pas ça parce que je suis en Algérie aujourd'hui, mais féliciter l'exécutif algérien qui était en première ligne, comme toujours, sur la défense des causes justes, et à savoir en l'occurrence sur la défense de la cause palestinienne, notamment en demandant que les mesures conservatoires prises par les Nations Unies dans un premier temps contre Israël deviennent exécutoires, c'est-à-dire que s'ils ne respectent pas les contraintes imposées par l'ONU, il y a sanction. Ça paraît juste logique en fait. On vous explique au niveau international que si vous ne respectez pas telle et telle résolution, eh bien vous avez une sanction, ça devrait être juste normal. Et récemment on a vu le représentant de l'entité sioniste prendra parti justement l'ambassadeur algérien des Nations Unies. Hier. Et ça démontre encore une fois que l'Algérie est exemplaire en la matière. Et je tiens à saluer la fermeté de l'exécutif algérien en la matière. Je voudrais aussi revenir sur cette riposte iranienne. Est-ce qu'elle peut aujourd'hui impacter de manière mécanique, c'est-à-dire concrètement sur le génocide à Gaza? Est-ce qu'on a vu que Netanyahou, qui parlait de rendre possible l'invasion de Rafah, a reculé et il dit la reporter sine die. Donc, c'est de la fuite en avant, donc il a toujours été sa politique, Netanyahou, ou bien le cabinet de guerre. Massacrer les Palestiniens, c'était la seule logique à laquelle ils sont. La feuille de route, c'est de le massacre. Tuer le maximum de Palestiniens, les raser Gaza pour la rendre invivable, transformer les Palestiniens en de nouveaux réfugiés, les renvoyer loin de leur terre à Gaza. Donc c'est ça la logique. Elle a été mise en place et exécutée depuis le 8 octobre. On a vu que c'était la première décision. Peu importe la rhétorique qui a suivi pour justifier, traiter les... Non, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Il y a trois éléments qu'il faut d'abord analyser. Sur le plan militaire, donc, ce qu'on appelle le front entier, qui est le front auquel participe le Hezbollah, Ansar Allah au Yémen et les mouvements, le Hezbollah en Irak et toutes les factions palestiniennes dans le Golan et tout. Donc il y a tout ce front-là, il se maintient. Donc il va encore. Il y a eu plus forte raison après la réussite de la réussite de la riposte iranienne, donc ça va requinquer et donner plus d'ardeur à cette résistance. Sur le terrain, on voit que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune victoire obtenue par Israël. C'est-à-dire quoi? Le premier objectif qui a été annoncé par Netanyahou ou le cabinet de guerre, c'était d'anéantir la résistance. Le deuxième objectif, récupérer les otages. Et le troisième, c'est de faire en sorte à ce que Hamas n'existe plus. Ces trois éléments n'ont pas été atteints. Donc, qu'est-ce qui reste à faire? On voit aujourd'hui bombardement à Beit Hanoun et à Jabalia. Donc, on revient parce que pourquoi? Les populations, y compris civiles, sont en
train de revenir au nord. Donc, ils sont en train de défier l'occupant, en dépit de son armada militaire et du risque d'être massacré. On revient parce qu'il y a, les Palestiniens, un attachement fondamental et viscéral avec la terre. Donc, c'est la terre qui justifie leur présence. Donc, on peut faire d'ailleurs, pardonnez-moi, juste entre parenthèses, on peut faire cette comparaison d'ailleurs, cette analogie avec la société israélienne qui, lorsqu'il y a, depuis le 7 octobre et après avec la réplique iranienne qui s'est ruée vers les aéroports. Et on voit les Palestiniens qui, avec tout ce qu'ils ont subi depuis 6 mois, retourner sur leur terre, retourner sur leur... 850 000 Israéliens ont quitté Israël, ce sont des chiffres énormes. Donc, sur une population de 9 millions, je crois. 9 millions, 8 millions 900. Donc, écoutez, donc il n'y a pas réellement de population. Donc, ce sont des colons. Société. Donc, c'est des colons. Ils sont tous binationaux. Donc, on voit un petit peu. Donc, c'est des gens c'est presque des coopérants techniques, israéliens, mais coopérants techniques. Donc, c'est des mercenaires. L'Israélien n'existe pas en tant que citoyen réellement. Il y a le juif. C'est-à-dire que le français ou le brésilien, il est motivé par sa religion que par sa nationalité. Et on l'a vu avec la déclaration extraordinaire et étonnante d'Anthony Blinken le 8 octobre qui vient et dit: je suis venu en tant que juif. Il a troqué sa judaïté, sa religion contre son statut de diplomate. Donc c'est plus qu'un scandale. Donc, et puis Biden qui dit: si je n'étais pas sioniste, donc je le saurais été sans. Donc il y a vraiment une sorte de configuration qui a été imposée, qui est celle de la religion. Donc ce n'est pas... On est motivé par... Les Israéliens sont motivés par... il y a des motivations religieuses derrière ce massacre. Il faut revenir au Talmud pour lire qu'il y a des droits. Israël s'arroge le droit de massacrer les 7 peuples qui sont dans la région. Non seulement ça, et en plus que l'Israélien est issu un peu... Et c'est quelqu'un de supérieur à toutes les autres races. Ce racisme-là qui motive justement les massacres. Tuer un Palestinien, c'est comme on tue un animal selon la rhétorique officielle, officielle israélienne. Donc ce n'est pas simplement tuer un bébé, ce n'est pas tuer un être humain tel qu'il est perçu. Donc pour l'instant, vraiment pour terminer, il nous reste 1 minute. Aujourd'hui, l'impact est tel que Israël, sur le plan opérationnel, sur le terrain, n'a rien gagné. Et bien évidemment, sur le plan psychologique et sur le plan stratégique, ce qui vient de se passer avant-hier, la réponse iranienne, elle va changer beaucoup de choses. C'est un point charnière. Un dernier mot vraiment avant de terminer. Oui, un dernier mot pour les Occidentaux qui sont bien hypocrites. La seule question qui mérite d'être posée, qui a été posée par M. Varoufakis, qui est l'ancien justement ministre de l'économie grec, et qui posait cette question fondamentale. Combien de rivières, de litres de sang palestinien doivent couler avant que l'Occident se débarrasse de cette culpabilité de l'Holocauste? Donc il faut tourner la page. Je pense que le devoir de mémoire a été fait, que la période de repentir a également été faite, et c'était nécessaire, bien évidemment. Mais il faut... Qui serait l'arrêt de se cacher derrière la Shoah pour justifier le massacre du peuple palestinien? Il est plus que jamais nécessaire que nous soyons unis d'une seule et même voix pour défendre justement cette cause qui est éminemment importante. Merci beaucoup, Ismaël Boudjekada. Je rappelle que vous êtes analyste politique et élu à Grand-Charmont dans le Doubs, en France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Kamel Mansari, directeur de publication au quotidien Le Jeune Indépendant et consultant Canal Algérie. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Excellente suite des programmes. Au revoir.